Je suis désolée, mais mon anglais n'est pas très bon. Donc, je vais me tenir au français. Je suis vraiment désolée. Oui. Par contre, si les professeurs souhaitent répondre en anglais, vous pouvez. Et pour aller vite, j'ai plus que des questions, j'ai un commentaire à faire à votre texte, pas à ce qu'il vient d'expliquer là, mais plutôt au texte qu'il nous a gentil et généreusement partagé. Et avant, je vous souhaite quand même remercier à Soraya et Armando pour cette belle rencontre et l'opportunité de... Bon, et surtout. Bah oui, bien entendu. Bon. Dans votre article, pour ceux qui ne l'ont pas lu, cet article s'intitule Ontologie différentielle, anthropologie différentielle et égalité. Dans votre article, proposé comme une enquête philosophique, vous nous menez sur les schémas de la compréhension politique, mais aussi ontologique et spéculative, de la différence et de la reconnaissance. Pour ce faire, vous tissez un fil conducteur, ou devrais-je dire, des médiations entre ces deux mondes de l'entendement à travers l'anthropologie. Je trouve ces procédés très éclairants et je passe à ces courts commentaires sur votre texte et que je vous soumets dans une optique de dialogue avec mes propres travaux et enquêtes philosophiques. Au début de votre article, vous nous exposez qu'il existe, je cite, une contradiction qui affecte les sociétés politiques qui, comme la nôtre, sont fondées sur des institutions qui garantissent une liberté égale à leurs citoyens, tandis qu'elles continuent à traiter les différences comme des instruments d'exclusion et justifient l'exclusion en termes de différences. Ceci créerait une séparation au sein de la représentation de la nature, de ce qui est nature, en nous en tant qu'humains. Sur ce point, vous ne posez pas la question en termes d'indignation morale, d'acceptation des rébellions face aux discriminations et à leur effet, mais vous cherchez plutôt à comprendre le pourquoi d'une contradiction majeure au sein même du discours libéral entre les principes démocratiques d'égalité et liberté, principe des droits, et la notion même de discrimination. Et vous annoncez ces deux éléments de la contradiction comme étant les piles et les faces d'un discours de l'universel. En prenant ces chemins, je comprends que vous cherchez à éviter le piège habituel qui consiste à mettre les doigts du côté de l'universel, d'un côté de la transcendantalité, tandis que les différences et leur lot de discrimination se placeraient du côté de l'existence, du réel. Ainsi, selon cette logique idéologique liberté-égalité, ou égalité, comme on s'est traduit en français, serait de l'ordre du vivant et spéculatif, alors que les discriminations seraient de l'ordre du vivant corporel. Se présente ainsi une opposition qui semble, aux yeux de beaucoup, insurmontable et qui produirait une violence elle-même insurmontable. Un a priori qui s'exprimerait dans l'amphibiologie à laquelle vous faites allusion. Sur ces aspects, je souhaiterais vous interroger sur la notion même que vous travaillez d'universel. Autant penser l'universel non en termes d'intensité comme vous proposez, mais plutôt en termes de faiblesse et de nécessité. En effet, l'universel est présent dans votre article comme les champs sur lesquels repose la contradiction entre les principes démocratiques d'égalité et liberté et la notion même de discrimination. Il me semble qu'il existe toutefois un sens bâtard, on va dire faible, et un sens fort, on va dire nécessaire de l'universel. Le premier, l'universel bâtard, serait celui d'un universel comme une généralité, un universel de constat factuel de ce qu'il existe, de similaire, de ce qu'il existe en commun comme identique et qui chercherait à nous uniformiser tous aux dépens de toute différence. Par contre, il aurait un deuxième universel, ce serait un universel fort des nécessités, autrement dit, un universel où le commun n'est pas donné par les faits ou les réels, mais donné et est construit en dialoguant avec une nécessité profonde et inhérente à nous en tant qu'humains, celle du partage. Moi, je trouve que ça se rapproche
rapproche beaucoup à ce que vous appelez peut-être, il me semble, l'anthologie relationnelle. Un partage qui pourra avoir lieu dans des conditions favorables à tous aurait besoin de liberté et égalité, c'est-à-dire aurait besoin de droits. Par ailleurs, les questionnements que vous proposez autour de pourquoi de la contradiction entre les principes d'égalité et de liberté et la discrimination m'invitent à titre personnel à revenir sur la façon même dont nous raisonnons et construisons les champs de signification de notre notion, celles de différence, reconnaissance et discrimination. Ainsi, par exemple, dans les discours de la politique, ces catégories sont de plus en plus corporalisées, c'est-à-dire associées à un corps féminin, masculin, noir, blond, ou à une expérience d'être dans le monde, l'expérience d'être femme, d'être homme, d'être esclave, d'être immigrant, d'être homosexuel, etc. Ceci questionne ainsi la notion d'universel qui est désignée comme la cause du tort porté au sujet victime des discriminations excluantes. Je crois que ceci est en connexion avec l'idée que vous développez autour de la différence anthropologique depuis laquelle, selon ma compréhension, les sujets qui ne sont pas dans l'espace public, car ils n'ont pas eu le droit à avoir des droits des citoyens, vont se constituer en une minorité pour laquelle les différences vont devenir un outil d'identification, mais aussi de négociation possible dans le monde de la politique qui semble être le seul monde qui vaille. Ainsi, par exemple, prenons un sujet noir, un afrodescendant, qui va se construire une identité ethno-raciale opérationnelle, qui anthropologise, qui fait sienne la construction de cette identité noire-afro en tant que minorité depuis laquelle il exigira des droits de reconnaissance est précédée par un processus de déconstruction de sa propre identité à laquelle il ou elle avait été assigné historiquement, justifié par des arguments des rapports de domination présentés comme évidents, généraux, comme des universels d'attaque. Or, dans son nouveau combat pour asseoir son identité noire, libéré de la naturalisation négative de sa différence, ces sujets noirs peuvent choisir la mise en place d'une identité stratégique et j'appellerais de racialisation de l'ethnie. La racialisation de l'ethnie suppose la nécessité de recourir à la marque d'altérité fondée sur les différences phénotypiques comme la couleur de la peau. Propre discours raciste pourrait repenser la domination et l'exclusion des femmes et des hommes noirs. L'objectif ultime n'est pas tant de combattre le racisme, qui serait l'objet premier et immédiat, que d'associer l'acteur afro-noir à une réalité corporelle et sociale, qui verrait sa signification et sa représentativité à l'histoire du corps réduit en esclavage, humilié, nié, exploité, de l'homme ou de la femme noire, africaine, esclave. Ces dernières, pour imposer sa domination, s'appuient sur des discours naturalisés des phénotypes africains, les noirs esclaves, a été inventé. Ainsi, avec la radicalisation de l'ethnie, ces sujets vont glisser, les éléments du discours raciste utilisés pour justifier l'entreprise coloniale vont être récupérés et soumis à une nouvelle logique inverse, discursivement inverse, consistant à positiver les phénotypes raciaux noirs et les pratiques ethnoculturelles afro, de sorte que les noirs deviennent un sujet de résistance face à ce que l'on nomme l'universel européen, eurocentré, blanc, colon. Et fer de lance, il va faire sa négritude deviendra fer de lance pour la libération du système monde oppresseur et qui est annulé par l'altérité. Dans ce processus de porosité et de transfert discursif, les Noirs, pas prêtés à l'afro-descendant, sont passés de l'euro de l'afro. Ils offrent aux Noirs, cet afro va offrir aux Noirs, l'élargissement du spectre de cette douleur vers une population chaque mois plus nombreuse, en lui portant ainsi la communion face à sa condition de victime et une victime en plus transnationale. Pour ce que cette inversion discursive qui s'opère avec la racialisation de l'ennemi est un effet politique concret. Il faut que tous les acteurs noirs assument pleinement d'être la résistance en face et les fers de lance pour.
Mais tout ce que je viens de dire me soulève des questions que je veux vous soumettre. Peut-on-nous affirmer que la racialisation de l'ethnie supposerait que les sujets identifiés aujourd'hui dans nos sociétés européennes, latino-américaines ou ailleurs, identifiés ou auto-identifiés comme afro, apprennent à ressentir une condition d'exclusion et de domination ethno-raciale de laquelle ils n'étaient pas porteurs jusqu'il peu, ni implicite ni explicitement? L'afro sert-il surtout certes, la notion d'afro sert-il surtout à alimenter un discours idéologique de l'opprimé, donc d'une violence qui s'alimente d'elle-même? Merci beaucoup.